Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on rencontre la préfète de la MRC Rocher-Percé pour faire le point sur les dossiers économiques de la MRC et le dossier de l'assurance-emploi. Que le gouvernement fédéral prenne les dispositions nécessaires là, pour pas que les gens aient à vivre ce trou noir-là. Donc, refaire d'autres projets. On parle de la Fondation Michel Lenkop avec M. Luc Legrélé, administrateur. Ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que 99% des fonds vont directement aux gens atteints de cancer. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Covier. C'est en 1917. Puis c'était la plus puissante explosion humaine à venir jusqu'à la bombe atomique en 1945. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le 29 janvier dernier, à Chandler, un rassemblement avait lieu devant le bureau de poste pour protester contre la réforme de l'assurance-emploi. On en discute avec la préfète de la MRC Rocher-Percé, Mme Diane Leboutillier, et on fait le tour des dossiers importants de notre MRC, et on fait le point sur la visite du ministre des Régions et député de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre, qui était de passage à la MRC de Chandler le 24 janvier dernier. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Cette semaine à l'émission, nous débutons l'émission Reflet d'ici avec le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Mme Diane Leboutillier. Et c'est notre première rencontre mensuelle de 2013. Alors, bonsoir, Mme Diane. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, pas eu trop froid. Disons que c'était une vague de froid assez forte, merci, mais on a quand même réussi à passer à travers. Puis là, je pense qu'on va avoir des températures tout à fait normales pour le reste de la saison. Oui. Bien là, vraiment, la semaine passée, là, on a développé là, notre système, là, ça fait qu'on peut faire face. Notre carapace très bien modelée. Oui. Alors, nous gardons notre bonne habitude de 2012. Oui. Et le but, naturellement, de nos rencontres mensuelles, c'est toujours de faire le point sur les sujets chauds de l'actualité et surtout du développement économique de notre MRC Rocher-Percé. C'est ça, puis d'informer la population de ce qui se passe là, au niveau de la MRC. Là. Et puis, il ne manque pas trop de sujets ces temps-ci. Un des sujets qui est d'actualité, c'est la visite du ministre qui est passé dans la région de Chandler la semaine dernière. Oui, on a rencontré Gaétan Lelièvre, qui faisait sa tournée de développement là, du comité là, de développement de la Gaspésie, comité qui est d'ailleurs présidé par Mme Pauline Marois, la première ministre. Rencontre très importante pour prioriser les dossiers, les dossiers chauds, les dossiers à développer, plus particulièrement dans notre secteur. Dans notre secteur. Puis ce qui avait été, je vous dirais que nous, on avait déjà rencontré Gaétan Lelièvre au mois de décembre à la conférence régionale des élus à Gaspé. Puis ce que Gaétan a demandé à chacune des MRC d'assumer le leadership de cette rencontre-là. Ça fait que nous, notre rencontre a eu lieu le 24 janvier en après-midi. On avait 1h30 de rencontre avec Gaétan. Puis, ce qu'il nous demandait, c'est qu'il ne voulait pas avoir la liste d'épicerie de la MRC et des municipalités. Ça fait qu'on n'était pas là pour parler d'asphalte, puis de trottoir, puis de... Ce qui concerne les budgets qui sont normés, les budgets réguliers, ça se fait dans d'autres rencontres. Puis ce qu'on nous demandait, c'était de développer une vision. On la voit comment notre MRC dans 5 ans et même dans 20 ans d'ici. Ça fait quels sont les projets structurants, importants à mettre en place au cours là, des prochains mois ou des prochaines années pour répondre aux différents enjeux et problématiques de la MRC. Puis je suis conscient de la grande difficulté que rencontre la MRC Rocher-Percé depuis notamment la fermeture de la Gaspésia, mais aussi le moratoire du poisson de fond en 1994, des pertes au-delà de 800 emplois à l'époque, je m'en souviens. Donc c'est clair que la MRC Rocher-Percé a besoin d'un bon coup de barre. On a 6 MRC dans la région. Mais Rocher-Percé, écoutez, est malheureusement première dans le palmarès des MRC du Québec en termes de niveau d'aide requis par le gouvernement. Donc, c'est clair qu'il faut porter une attention particulière du côté de Rocher-Percé. La Haute-Gaspésie aussi, je l'ai dit, puis je le redis. J'ai 2 MRC dans mon comté qui sont parmi les plus démunis au Québec, en première et deuxième position. Donc, ces gens-là, la communauté est en attente face au gouvernement, puis avec raison. Ça ne veut pas dire que les autres MRC n'ont pas de besoin, mais on doit être équitable. Puis il y a 2 MRC qui se démarquent. Ça ressort dans la consultation, ça ressort dans les statistiques. Puis je crois que c'est normal qu'aujourd'hui, on me dépose des projets d'envergure, mais des projets qui sont
pour moi, de qualité. Puis j'ai dit tantôt que la MRC était raisonnable dans ses demandes, à mon avis. Comme député, maintenant, c'est sûr que c'est pas moi qui va tout décider. Hein. On a un comité ministériel qui a été mis en place. Puis je vais consulter, c'est sûr, le député, hein, le député de Bonaventure, qui a un bon mot à dire aussi dans tout ça. Fait que nous, là, on savait très bien un des gros enjeux au niveau de la MRC. On a un problème de démographie parce qu'on est passé de la MRC la plus populeuse en Gaspésie à la 3e. Fait qu'on sait qu'on perd des gens, là, on perd du monde à tous les ans. Puis je vous dirais que dans les 25 dernières années, on a perdu là, un gros pourcentage de notre population, puis notre population est très vieillissante aussi. Donc c'est une tendance qui est quand même assez difficile à arrêter. Là. Oui, c'est ça. Fait que nous autres, là, au niveau des enjeux, on parlait, c'est important, la création d'emplois, la baisse démographique, le vieillissement de la population, la formation, les richesses naturelles, la dévitalisation puis les infrastructures de transport. Fait que là, nous, on s'est assis avec le ministre, puis aussi avant là, peut-être de parler des dossiers là, vraiment qui vont avoir un impact dans notre MRC. Il y avait une cinquantaine de personnes qui avaient été invitées, des acteurs du développement socio-économique de la MRC. Fait que, puis tout le monde, tous les gens qui ont été convoqués, tous les gens et toutes les organisations se sont présentés. Fait que ça a été, là, le message a été très fort, le message qui a été transmis là, au ministre. Puis ce qu'on disait aussi, c'est que tous les gens qui étaient présents appuyaient les dossiers qu'on a présentés. Fait que le gros dossier au niveau de la MRC, pour nous, actuellement, c'est Ciment-Méganis. C'est la cimenterie à Port-Daniel-Gascon. Le deuxième dossier qui était d'importance, on parle du développement touristique de Percé dans la globalité du projet Percé l'incontournable. Puis ça, Percé l'incontournable, c'est le développement du Mont-Sainte-Anne, c'est la promenade, c'est l'enfouissement des fils électriques, c'est les jardins d'eau, parce que Percé, c'est la pierre angulaire du développement touristique en Gaspésie. Fait que là, ce qu'on disait au ministre, c'est que vous devez donner un message, vous devez monter ce message-là au gouvernement pour dire, écoutez, Percé, là, tout repose sur ses épaules. Fait qu'on a besoin d'avoir des sous pour aider au développement de Percé. On ne peut pas demander à la population de financer, puis on ne peut pas demander à la ville de s'embarquer dans des emprunts pour financer là, ce que ça demande actuellement à Percé. C'est pour ça que la demande a été faite aussi au ministre d'avoir que Percé puisse avoir un statut particulier. Comme Chandler en a eu un quand il y a eu la fermeture de la Gaspésia, il y a des argents qui ont été alloués à la ville, qui a permis à ce que la ville se diversifie et puisse là, investir dans son milieu. Ça a été un petit peu la même chose avec Murdochville. Ça fait qu'on demande le même traitement pour Percé. Ça a été bien saisi, là, que une grande partie de l'avenir touristique passe par Percé. Pas exclusivement Percé, mais une grosse partie. Bien, je vous dirais là, que si Percé va bien, la Gaspésie, au niveau touristique, va bien se porter elle aussi. L'autre dossier aussi qui a été très important, on a dit, c'était de poursuivre la diversification au niveau du secteur des pêches. Puis d'y aller à l'international, d'y aller dans la modernisation des usines, dans la mécanisation. On a Ferme Marine aussi à Newport, qui est vraiment un bijou là, au niveau des orientations futures là, de ce qui se passe au niveau de tout ce qui touche la mariculture. Développement de la pétoncle. Exactement. L'autre chose aussi, on a parlé au niveau des services de santé, la MRC se démarque, comme je vous le disais tantôt, au niveau du taux de personnes âgées. Puis on a vraiment une population là, qui vieillit plus rapidement qu'ailleurs au Québec et au Canada. Donc, avec notre centre de santé, d'arriver là, à accoucher du dossier là, de services externes de gériatrie ambulatoire, puis que la MRC devienne un lieu d'apprentissage et même qui est au niveau de projets pilotes. Il y a déjà des choses qui sont entamées avec l'Université de Sherbrooke, mais il faut vraiment maximiser ce niveau-là. Ça fait que là, on parle au niveau de la formation, puis de tous les services qui sont offerts aux aînés.
Après ça, on a eu le futur site. On a parlé d'un futur site à valeur ajoutée dans le secteur des forestiers, en foresterie. Fait que ça, c'est quelque chose qui est à développer, mais on l'a souligné au ministre parce qu'on ne voulait pas passer à côté. Ça fait que si jamais il y a une opportunité, la MRC, au niveau du secteur forestier, compte tenu de tout l'historique que nous avons, là, devrait être priorisé là, à ce niveau-là. Fait que ça a vraiment été les 5 gros secteurs, mais au départ, Ciment-Méguénis, on a dit au ministre, écoutez, Ciment-Méguénis, eux, là, sont prêts à commencer en avril, fait que ça peut commencer bientôt, là. Puis Percé aussi, c'est des projets, ce qui a été présenté avec le Mont-Sainte-Anne, puis la promenade, il y a des projets qui sont prêts, tout a été fait, c'est pas seulement des idées, c'est vraiment là, des projets qui sont attachés, puis qui, eux, sont prêts, là, prêts à commencer, là, je vous dirais, dans les semaines et dans les mois qui s'en viennent. Fait que ce que le ministre nous a dit aussi, c'est que le 8 février, il va y avoir une rencontre avec les directeurs généraux des MRC-CLD. Fait qu'on va s'assurer là, que on a fait le tour, puis qu'il n'y a personne qui a été oublié. Au mois de mars, le document est produit, puis est présenté au Conseil des ministres pour être approuvé au mois d'avril. Ça fait que nous, on s'attend à avoir des très bonnes réponses en avril. Et au niveau de l'EPAC et puis de l'aéroport, j'imagine que ce sont des sujets incontournables. Oui, hein? oui, ça a été là, vraiment parce qu'aux 5 dossiers là, que je viens de vous mentionner, se rajoutent des dossiers qui sont en support à ces projets-là. On parle de commerce international, l'aéroport va de c'est soi. ça. Fait qu'on parle de commerce international, c'est ça, l'aéroport. On parlait de Gym Export. On a parlé aussi avec la formation à l'EPAC pour la cimenterie concernant le secteur touristique. On a parlé aussi au niveau des transports collectifs, aéroports, les nouvelles technologies aussi, le TIC à Chandler, là, le Centre des nouvelles technologies. Puis on a parlé aussi de maximiser au niveau des centres d'appel, on a un centre d'appel au niveau du ministère du Revenu, puis on peut encore maximiser ce centre d'appel-là. Puis on a même fait d'autres propositions là, dans ce sens-là. Petite parenthèse sur Ciment-Méguénis, c'est sûr que les gens appréhendent ce projet-là avec beaucoup de positivisme. Oui. Ils ont raison de continuer à avoir confiance au projet. Oui, ils ont raison. Puis justement, en début d'après-midi, je recevais des nouvelles. Il y a eu la consultation en décembre à Port-Daniel-Gascon. Oui. Je vous dirais, il y avait autour de 400 personnes là, qui ont été présentes à la consultation. Ce que les responsables de Ciment-Méguénis m'informaient cet après-midi, ils sont en train là, de mettre sur pied le fameux bureau qui va être à Port-Daniel-Gascon, où la population va pouvoir avoir de l'information. Fait que ça faisait partie de ce qu'ils nous avaient dit en décembre. Fait qu'ils sont en train de le faire. L'ouverture du bureau est prévue pour février. Et aussi, on est en train de mettre sur pied le comité de suivi. Puis, il y a une première rencontre qui est prévue, je vous dirais, dans la semaine là, du 11 mars. Bon, des bonnes nouvelles en ce qui concerne ce projet-là. Oui, puis toujours avec pelleté de terre pour le mois d'avril. Samedi dernier, il y avait une manifestation très importante à Chandler. On parle de 25 janvier, 26 janvier que c'était? C'était le 26 janvier. 26 janvier, ça se déroulait devant le bureau d'assurance-emploi, bureau de poste à Chandler. C'est ça. Puis, et on peut dire que les gens ont vraiment été solidaires. C'était une belle manifestation qui lançait un message clair au gouvernement. Oui, puis moi, je tiens vraiment à remercier là, la population parce que j'avais lancé, j'en avais parlé pendant la semaine, puis on avait lancé un message là, à la population d'être présent, de se dire, ben, tu sais, des fois, les gens sont portés à se dire, il va y avoir des gens qui vont y aller. Moi, j'ai pas besoin d'y aller, là. Puis, comme je disais, là, d'avoir juste un préfet, là, et les maires, ça n'a pas de poids dans la balance si on n'a pas de la population là, derrière nous. Non seulement les gens étaient au rendez-vous, mais il y avait des maires de présents. Oui, il y avait des conseillers municipaux. Moi, j'étais là. On avait les gens aussi, je tiens à féliciter les gens de la CSN là, qui ont travaillé très fort. Les réseaux sociaux là, se sont fait aller. On a eu, je vous dirais, entre 1500 et 2000 personnes qui ont été présents. Les gens étaient bien habillés, puis les gens étaient solidaires. Même moi, il y a
a des retraités qui m'ont dit, écoute, Diane, nous, on ne travaille plus, mais on trouvait que c'était important d'être présent puis de venir vraiment dénoncer là, les compressions qui sont en train de se faire actuellement là, pour la fameuse loi là, C-38 pour l'assurance-emploi. Oui, bien sûr. Ce matin, c'était un petit peu inquiétant à cause du froid, mais là, avec le beau soleil, les gens ont vraiment compris le message que c'est urgent, qu'on crie fort pour qu'ils puissent nous entendre à partir de Chandler jusqu'à Ottawa. Et là, les gens sont ici. Là, à mon estimé, il doit y avoir 600, 700, 800 personnes peut-être. C'est très dur à estimer, mais bravo les gens. Et rappelons quel était le message principal. C'est ça. Le message principal, c'est le trou noir. Ça, là, on veut vraiment là, que le gouvernement fédéral prenne les dispositions nécessaires là, pour pas que les gens aient à vivre ce trou noir-là. Donc, refaire d'autres projets. L'autre message aussi, c'était non à la réforme pour l'assurance-emploi. Ce qui est important aussi de comprendre, on a eu une rencontre de la table de concertation ce matin. À tous les lundis, la table de concertation de la Gaspésie, on est en appel conférence. Puis, on est en appel conférence à 10 h. Puis après ça, à 11 h, c'est la table Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Nouveau-Brunswick, qui, elle, se parle parce qu'il faut coordonner là, les actions. Fait que là, la prochaine grosse action va se faire le 27 février parce qu'il va y avoir une délégation de la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Nouveau-Brunswick qui va aller rencontrer la ministre Finlay à Ottawa. Bon. Puis, en même temps qu'il va y avoir des gens à Ottawa, il va se passer des manifestations comme on a eu là, samedi passé. Ça fait que ça va être le 27 février. On va tenir les gens au courant. Il y a de l'information qui va se donner. Puis ça va être en support là, aux gens là, qui vont dénoncer la situation à Ottawa. Il faut comprendre aussi qu'au niveau de tout le dossier de l'assurance-emploi, et ça s'est dit aussi ce matin, moi je l'ai apporté au niveau de la table, l'objectif de la table de concertation, c'est pas que les gens travaillent 14 semaines. L'objectif, c'est que les gens travaillent le plus de semaines possible dans l'année. Puis c'est d'en arriver à un plein emploi. Fait que c'est vraiment ce qu'on vise dans le secteur des pêches, dans le secteur du tourisme, dans le secteur forestier. C'est que notre population, pour ne pas mettre nos entreprises en péril, notre population doit travailler le plus de semaines possible dans l'année. Ça, c'est notre objectif. Se doivent être disponibles 52 semaines par année. Oui. Puis l'objectif, c'est pas de renouveler des jobs à 14 semaines. Non. Le plein emploi, idéalement, on est conscient de la réalité saisonnière du travail dans notre secteur, mais il reste que notre objectif, c'est de développer sur la plus longue période possible le travail créé. Exactement. Ça fait que c'est vraiment là, de garder les gens le plus actifs possible pour la pérennité de nos entreprises. Parce que les entreprises ont de la difficulté parfois à avoir des travailleurs sur une longue période. Hein? Oui, puis ça, c'est des choses. Oui, puis ça, c'est des choses qui nous. Moi, là, qui m'ont. C'est un peu inconcevable. Qui m'ont été dites aussi, là. Oui, puis c'est un petit peu inconcevable parce que dans le sens où. Vous savez, là, au printemps, on doit là, se tourner vers l'immigration pour pouvoir là, combler des postes dans le secteur des pêches. Ça fait qu'il y a des emplois, là, il y a des emplois qui sont disponibles, puis c'est des emplois qui sont importants. Puis, comme on disait, ce qu'on vise là, le plus possible, c'est le plein emploi. Et pour en arriver au plein emploi, il faut bien développer notre tourisme d'hiver. Oui. Et justement, nous avons un site Internet qui en fait la promotion. C'est ça. Ça fait qu'on encourage les gens à aller visiter onaime-l'hiver.com. Puis d'autant plus là qu'il y a un superbe de beaux concours. Ça fait que les gens là peuvent aller chercher l'information. Il y a des forfaits pour 2 personnes dans la MRC du Rocher-Percé. Il y a des repos dans des restaurants. Il y a des randonnées en traîneau. Il y a des massages dans des centres de ressourcement. Fait que c'est pas compliqué. Les gens, onaime-l'hiver.com, vont chercher l'information. Puis, on participe là, aux activités hivernales, puis c'est excellent pour la santé. Tout à fait. Puis des activités, il n'en manque pas à toutes les fins de semaine. C'est même difficile de suivre le train à l'heure où on se parle. C'est ça, puis c'est des activités souvent, là, je vous dirais même, qui sont peu dispendieuses. C'est vraiment, là, c'est... Puis ça, là, on s'en fait un devoir, là, que ce soit là, accessible, des activités qui sont familiales.
Fait qu'on s'implique au niveau de la MRC, puis les gens peuvent se faire photographier pour participer au concours aussi. Là, tout le monde a des iPods, du store, puis des... fait qu'on se fait photographier avec les fameux mannequins, sont un petit peu partout, là. Fait qu'on se fait photographier avec le mannequin, puis on envoie ça sur Internet, puis... Alors, pour en savoir plus, on se rend directement sur le site. Et pour terminer notre rencontre mensuelle sur un sujet un peu plus léger, un rendez-vous annuel... Samedi, le 2 février, Fred, la marmotte du Québec. Ça fait qu'il faut en être fier. Ça fait que le 2 février... Là, c'est un samedi, là. C'est un samedi, ça débute à 5h30. Puis les enfants des écoles primaires de Sainte-Thérèse et Val-d'Espoir ont travaillé ça ensemble. Fait qu'on va encourager notre marmotte. Puis d'autant plus qu'on va être sur le réseau canadien. Là, ça va se promener là, de RDI. Ça fait que... C'est le rendez-vous à ne pas manquer. Le 2 février prochain, c'est à Val-d'Espoir que ça se passe. Oui, c'est ça. Rendez-vous à 6 h directement devant l'église. Oui. Madame Leboutillier, merci beaucoup de votre visite mensuelle et on se redonne rendez-vous au début février. Ben, disons plus vers la fin février. Je pourrais venir vous parler de la rencontre qui va avoir eu lieu à Ottawa. Donc, c'est un rendez-vous? Oui, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Luc Legrélé, administrateur du Fonds Michel Hencoop. Il vient nous rencontrer aujourd'hui au studio de la télévision communautaire de Grande-Rivière, naturellement, pour nous parler des fonds Michel Hencoop, faire le point sur la situation financière, les objectifs de la Fondation et parler aussi de comment est-ce que ça va là, dans cette fondation-là. Bonsoir, M. Luc. Monsieur Mirko, comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Moi, ça va bien, ça va bien. Pour les gens à la maison, peut-être rappeler la mission première de l'organisme Fonds Michel Hencoop. Le but premier de la Fondation Michel Hencoop, c'est d'aider les gens atteints de cancer qui sont à l'intérieur de la MRC du Rocher-Percé. Donc, c'est une mission qui est très importante et on le sait, là, le cancer, en ce moment, c'est un véritable fléau. Là. Regardez, avec toute la technologie d'aujourd'hui, les cancers sont trouvés bien avant, si tu veux. Puis par la suite, il y a beaucoup de récidives parce que les traitements fonctionnent, mais il y a beaucoup de récidives, fait que veut pas, ça met beaucoup de pression sur le fonds. Parlons un peu du genre d'encadrement financier qui est offert là, par le Fonds Michel Hencoop. Nous, présentement, c'est qu'on va payer des déplacements aux gens qui doivent aller à l'extérieur, que ce soit à Québec, que ce soit à Rimouski. Et en plus de ça, on va donner aussi pour les médicaments que les personnes doivent prendre à cause des traitements qu'ils reçoivent. Donc, on parle de l'aide directement sur le terrain. Là. Directement sur le terrain. Puis ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que 99% des fonds vont directement aux gens atteints de cancer. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Notre café, on le paye nous-mêmes. Bon. C'est aussi simple que ça. Toute une équipe de bénévoles qui gravite autour, naturellement. Tout. Puis en passant, on se doit de les remercier parce qu'ils font un excellent travail. Sans les bénévoles, là, ça ne pourrait pas fonctionner convenablement. Sans bénévoles, si on serait obligé de payer, là, on ne serait pas en mesure d'aider les gens. Oui. Au niveau du financement de ces services-là, naturellement, il faut aller chercher les argents à plusieurs endroits différents. Parlez-nous du mode de financement. Un des modes de financement qui est très important pour la Fondation, c'est les ventes de cartes de membres. Ils sont à 12 $. Et puis, les dernières années, on espère toujours vendre 2500 cartes sur une population de 18 000 et plus pour la MRC de Rocher-Percé. Mais on vend en moyenne à peu près 2100, 2200 cartes. Cette année, on met beaucoup d'emphase sur justement de sensibiliser les gens sur l'importance du Fonds Michel Hencoop, de ce qui se fait. Et puis, on espère atteindre cette année au-delà de 2500 cartes de membres. Et les ventes de cartes de membres, ça représente quand même là, pas loin de 30 000 $ au niveau du financement, donc c'est très important. C'est très important. Puis, il y a aussi des organismes qui s'impliquent beaucoup au sein de la Fondation. Juste pour vous en nommer, récemment à Chandler, il y a eu un souper spaghetti qui s'est fait justement au Club des 50 ans et plus. Puis il y avait différents organismes qui se sont réunis, puis ont fait une activité, puis ça a ramené au-delà de 2200 $. Et puis par la suite, il y a des organismes, là, les Lions de Chandler, à tous les ans, ils remettent toujours un montant d'argent pour aider justement la Fondation. Il y a des gens, des particuliers qui s'impliquent beaucoup. À titre d'exemple, M. Camille Loisel, résident de Newport, qui a déjà eu un cancer. À tous les ans, il fait un déjeuner.
puis il se promène partout dans la MRC dans le but d'amasser des commandites et ainsi de suite. Puis cette année, il a remis au-delà de 8 800 $. Pour un déjeuner, c'est quand même bon. On arrive toujours à vendre au-delà de 500 cartes, puis il y a à peu près 475 à 500 personnes qui viennent déjeuner. D'où l'importance de continuer à participer aux multiples activités de financement reliées là, au fonds Michel Lenkop. Puis regardez, il y a des communautés qui sont beaucoup actives, si tu veux, au niveau du financement. C'est sûr que pour le secteur de Grande-Rivière jusqu'à Percé, j'invite les organismes, si advenant qui voudraient organiser une activité justement pour faire une levée de fonds pour le fonds Michel Lenkop, c'est sûr qu'ils peuvent rentrer en contact avec nous à la Fondation. On va leur donner une lettre les autorisant à faire une activité de financement. Et puis, parce que c'est une obligation. Tu dois avoir ta lettre. Si tu n'as pas ta lettre, tu ne peux pas utiliser le fonds Michel Lenkop pour faire une activité. Puis, sérieusement, j'aimerais ça qu'une personne ou un organisme à Grande-Rivière, puis même Percé, puis Sainte-Thérèse, puisse dire, oui, nous, on va intervenir pour aider le fonds Michel Lenkop. Puis je serais très heureux de venir dans le secteur ici, là, puis participer justement à une activité. C'est un organisme qui œuvre au niveau du territoire de la MRC Rocher-Percé, c'est bien ça? Oui, parce qu'on part de Port-Daniel, pour s'en va directement jusqu'à Percé. La ville de Percé, ça inclut jusqu'à une partie de Fort-Prével. Au niveau des statistiques en ce qui concerne le cancer, ça fait vraiment peur. Hein? Il y a quelques années, on parlait d'une personne sur 4, et maintenant, on en est vraiment là que ça va être une personne sur 2 dans notre entourage qui va un jour ou l'autre être touché par cette maladie là, qui est, disons-le, très sournoise. Et justement, pour en arriver au fait que les demandes sont de plus en plus nombreuses, il y a beaucoup de sollicitations au niveau de l'organisme Michel Lenkop. Donnez-nous quelques chiffres là, pour qu'on puisse se faire une image juste de la réalité. Là. Alors, regardez, en 2010, on avait des revenus d'environ 70 000 $. Les dépenses étaient de 54 000 $. Donc, il y a eu un surplus. Fait que nous, les surplus, on les met de côté pour justement l'advenant qu'on aurait une demande accrue. En 2011, on a amassé des fonds, à peu près 62 000 $, puis on a eu des dépenses pour 71 000 $. Dans ce cas-là, il manquait 10 000 $. Sauf qu'en 2012, imaginez, 80 000 $ de revenus, mais les dépenses étaient de 95 000 $. C'est énorme. Donc, nous, on a dû prendre des décisions désagréables, mais obligatoires. Puis justement, par rapport à ces décisions-là qui ont dû être prises, peut-être nous donner quelques exemples. Les services n'ont pas été coupés, ils sont juste redistribués de façon différente pour réussir à répondre à plus de demandes, au fond. Regardez, en 2012, là, pour les déplacements, on offrait 2 déplacements par mois aux gens qui doivent aller à l'extérieur, pour un maximum de 90 $ par voyage, donc 180 $ par mois. Puis les médicaments, on donnait 200 $ par mois. Sauf que là, compte tenu de nos réalités, ce qui se passe aujourd'hui, on n'a pas eu le choix de prendre une décision. Fait qu'à partir de janvier 2013, c'est qu'au lieu de payer 2 voyages par mois, seulement le premier mois, OK, parce que les personnes doivent aller peut-être une fois ou 2 à l'extérieur, fait qu'on paye 2 voyages le premier mois, puis par la suite, c'est 1 voyage par mois. Puis on voit, là, de par les montants que vous nous présentez aujourd'hui à l'émission, que ce ne sont pas des montants exagérés, loin de là. On parle vraiment de couvrir les dépenses de base. C'est ça. Puis aussi, au niveau de la médication, le premier mois, c'est 200 $ et par la suite, c'est 50 $. Donc, c'est des réajustements pour faire face à la réalité qu'on a à vivre maintenant. Et puis si, pour une raison ou une autre, les dépenses peuvent stagner puis les revenus viendront à la hausse, mais écoutez, c'est sûr qu'on va revenir à une politique plus généreuse, si tu veux, pour les gens qui sont atteints du cancer. D'où l'importance de participer aux activités de financement et de devenir membre et de donner généreusement à cet organisme-là, car les besoins là, surpassent de loin les revenus qui sont engendrés. Je peux vous dire que les besoins sont criants. Juste à titre d'exemple, on va parler de nombre de chèques émis. Okay? En 2010, on a émis 725 chèques. Ça représente environ 200 personnes qu'on a aidées. Qui ont bénéficié. Oui. Après ça, en 2011, on a émis 941 chèques, ce qui peut représenter environ 275 personnes qu'on aurait aidées. Mais quand je vous ai dit qu'en 2012, il y a eu beaucoup de pression sur le fonds, on a émis 1291 chèques. C'est à peu près 325 personnes qu'on a aidées pendant l'année. C'est énorme.
Donc, les preuves sont vraiment faites et les chiffres parlent par eux-mêmes. Oui. Donc, peut-être en terminant l'entrevue, rappeler l'importance de soutenir cette fondation-là, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce sont des gens de la MRC du Rocher-Percé qui en bénéficient. Donc, quand on donne au Fonds Michel Lincop, on donne à des gens qui nous côtoient, qui vivent dans la même communauté que nous. On s'entraide, la famille ensemble, la grande famille de la MRC. Là. Ce que je peux vous dire, puis je pense que c'est tout de même important. Moi j'ai des... je me compte chanceux parce que dans notre famille, les cancers sont assez rares. Mais advenant là, que, je ne sais pas, un jour que j'aurai le cancer, la plus belle façon d'aider, c'est que les personnes qui vivent à l'extérieur, que ce soit mes frères, mes sœurs, mes amis ou quoi que ce soit, ils pourraient acheter la carte de 12 $ par année. OK? Ça serait une façon pour eux autres de soutenir la Fondation puis de me soutenir à moi-même. C'est un beau geste de solidarité. Oui, c'est sûr que j'invite toute la population de la MRC à... Puis n'oubliez pas, c'est à tous les ans, c'est 12 $, OK? Parce qu'on doit renouveler notre carte. Oui. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens qui vont attendre qu'il y ait le cancer pour acheter la carte. Puis avoir des services. Souvent, c'est quand on baigne dedans qu'on est beaucoup plus sensibilisé à cette réalité-là. Mais il ne faut pas attendre, parce que je vous le dis, là, on a tout quelqu'un dans notre entourage qui a été touché par la maladie. Que ne serait-ce que par solidarité envers un proche, oui. Faisons le geste, 12 $, c'est un montant minime, puis c'est la cause, bien, elle a toute sa raison d'être. Une des raisons pourquoi je crois à la cause oui. du Fonds Michel Lincop, c'est parce que c'est sûr que mon père est décédé du cancer il y a de là 28 ans. Okay? Dans ce temps-là, la Fondation n'existait pas. Mais imaginez combien est-ce que ça coûte pour une personne d'aller à l'extérieur puis se faire traiter, rencontrer son médecin, rencontrer son oncologue. Écoutez, les gens de la MRC sont reconnus pour... Il y a beaucoup de pauvres dans notre MRC, puis que tu sois pauvre ou riche, tu peux être atteint du cancer. Mais ces gens-là, là, s'il n'y aura pas cette aide-là, ils ne l'auraient pas. Là. Ces gens-là auraient un stress épouvantable. Puis c'est démontré que les gens qui sont beaucoup stressés financièrement parlant à cause du cancer, les chances de guérison sont moindres. Puis déjà, d'être touché par la maladie, ça prend toutes nos énergies. Ça fait que d'avoir à se casser la tête pour savoir si on va avoir le moyen de payer l'essence pour y aller ou de payer certains médicaments importants, ça rajoute un stress complètement inutile. Donc, donnons à la Fondation Michel Lincop, ça a toute sa raison d'être. Et puis, c'est un problème qui est criant. Oui, c'est un problème. Regardez, en terminant, ce que je peux dire, la meilleure des conclusions que je peux donner, c'est que attendez pas d'être malade pour aider les gens. Commencez aujourd'hui par l'achat d'une carte à 12 $. Faites un petit sacrifice, achetez votre carte, parce qu'un jour, c'est peut-être nous ou vous qui allez être atteints du cancer. Bien, M. Legrellet, merci beaucoup de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Et on peut peut-être se donner rendez-vous l'année prochaine pour reparler de la Fondation et faire le bilan pour 2013. Regardez, ça me ferait plaisir de venir à tous les ans et vous discuter justement de ce que la Fondation a fait là, pour 2013, c'est clair. Merci beaucoup, M. Legrellet. Un grand plaisir. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement. Toujours en notre compagnie, Mme Josselle Cauvier. Bonsoir, Josselle. Bonsoir. Alors, Josselle, on va faire un peu d'histoire en ce qui concerne notre pays, le Canada, des faits qui se sont déroulés, j'imagine, dans les années passées. Exactement. Puis, ça ne sera pas de l'histoire, ce sera de la projection. Ça sera, exactement. On va sortir les cartes. Pas de diseuse de bonne aventure aujourd'hui à la capsule. OK, parfait. Non, c'est des faits historiques vérifiables. Merveilleux. Puis, en fait, c'est des choses que j'ai appris par hasard, là, que j'ignorais. C'est une explosion qui a eu lieu à Halifax. C'est en 1917. Puis, c'était la plus puissante explosion humaine à venir jusqu'à la bombe atomique en 1945. Puis, en fait, j'ignorais que c'était arrivé au Canada. Puis, je vais expliquer un petit peu le contexte. Donc, c'est le 6 décembre 1917, la Première Guerre mondiale. Puis, le port d'Halifax, bon, c'était extrêmement achalandé. Puis, il y avait des navires de différents pays. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une erreur humaine. C'est un navire norvégien qui se dirigeait vers la Belgique, un navire de secours qui sortait donc du quai. Puis, il y a un navire français qui entrait, le Mont-Blanc. Puis qui sont arrivés en collision. Et le problème, c'est que le Mont-Blanc, il était vraiment chargé à ras-bord de munitions. Puis pour vous donner une petite idée, là. Donc, la cargaison complète d'explosifs, c'était 2400 tonnes d'explosifs puissants, 300 munitions, puis 400 000 livres de TNT. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le Mont-Blanc a pris feu. Puis donc, tout l'équipage a quitté le navire, puis ils l'ont laissé dériver. Puis il a fini par dériver vers un quai un petit peu au nord d'Halifax.
Puis les gens étaient assez impressionnés, puis ils n'étaient pas conscients du danger. Donc les gens se sont massés près du quai, des familles entières, des enfants. Pas de bon sens. Ils ont regardé ça brûler pendant 20 minutes, puis ça a explosé. Donc moi, c'est quelque chose que... C'est drôle, j'ai jamais entendu parler. Ça m'a quand même assez surpris. Puis il y a eu 2000 morts. Et... Ouais, c'est quelque chose. C'est vraiment un fait historique là, assez grave. Il y a eu 9000 blessés, des centaines d'aveugles à cause des éclats de verre, les débris métalliques. D'où la comparaison avec le nucléaire. Hein? Exactement. Il y a eu des milliers de sans-abri. Les gens voient des images depuis tantôt. Là, on dirait vraiment une bombe nucléaire qui est tombée à Halifax. Là. C'est aussi... pour donner une idée de la force, c'est que l'onde de choc a été entendue à 270 000. C'est comme s'il y avait une explosion à Rimouski, puis on l'entendrait ici. Oh. C'est gros, là. C'est vraiment gros. Extrêmement gros. Donc, les 3000 tonnes du Mont-Blanc du navire ont carrément éclaté en morceaux. Il s'est vaporisé en morceaux. Il y a un des canons du navire qui a atterri à 3000 ennemis. Incroyable. C'est gros, un canon. Il y a l'encre. L'encre, c'était une encre d'une demi-tonne. Elle a volé à 2000 dans la direction opposée. C'est loin, là. Puis les fenêtres ont éclaté dans un rayon de 50 000. Donc, c'est à peu près des distances Grande-Rivière-Gaspé. Toutes les fenêtres partout ont éclaté. Puis tout a été rasé dans un rayon de 2,5 km², vraiment là, comme une bombe nucléaire qui tombe. Là. Donc, ça a été une mort instantanée. Ah oui, ça a été vraiment, les gens sont décédés de façon instantanée. Donc, ça a détruit les églises, les écoles, les usines, les maisons, les quais, les navires. Il y a tombé une pluie de fragments métalliques. C'est ça, entre autres, qui a rendu beaucoup de gens aveugles. Puis, comme il y a des fragments qui tombaient partout, ça a mis le feu partout, dans toutes les maisons. C'est que tout s'est enflammé dans Halifax. Puis, on avait peur parce que dans le quai, il y avait un entrepôt où on gardait des munitions, des trucs comme ça, mais ça n'a pas explosé, heureusement. Là. Donc, et c'est pas tout, c'est que l'explosion, la force, a provoqué un tsunami. Un tsunami à Halifax, ça a dévasté les côtes, donc ça a cassé les arbres, ça a plié les rails de chemin de fer, démoli des édifices au complet. Puis dans la nuit, bien, il y a eu un gros blizzard, une tempête de neige. Tu avais des milliers de sans-abri. Puis tempête de neige par-dessus. C'est quand ça va mal, ça va mal. Ça fait qu'il y a vraiment eu beaucoup de problèmes. Il y a eu, par contre, de l'aide de partout dans le monde. Beaucoup de gens de d'autres pays, même de Boston. D'ailleurs, on envoie toujours un arbre de Noël à Boston pour les remercier. Ah oui. Donc, c'est quelque chose, c'est drôle. Ça me surprend quand même que j'en ai pas entendu parler parce que c'est quelque chose, vraiment, ça a marqué notre histoire du Canada. Et j'ai tombé là-dessus par hasard, là, puis ça fait prendre conscience des drames que ça prend pas grand-chose. Là. Donc, c'est assez triste pour les gens qui étaient venus observer le bateau en feu. Il y a un documentaire qui a été fait là-dessus que j'ai eu la chance de voir. Et puis, à l'intérieur du documentaire, on voit là, tous les efforts qui ont été faits pour essayer d'avertir les gens au préalable, mais malheureusement, ils n'ont pas eu le temps. Non, c'est ça. C'était une catastrophe. Là. Je ne sais pas si l'histoire le disait. Là, mais... Oui, c'est exactement. Puis c'était à un cheveu de pouvoir le dire, mais il était trop tard. Ça a vraiment... c'est ça, l'explosion pour raser comme ça. Parce qu'il y avait des gens qui le savaient, qu'est-ce qu'il y avait dans le bateau. Là. Ben exactement. L'équipage a quitté le navire immédiatement parce qu'il savait, quand ça a commencé à s'enflammer, il savait que ça allait exploser. C'est ça. Donc, c'est quelque chose. Dans un autre domaine, toujours dans les faits historiques du Canada, je vais vous parler du canal Rideau, qui honnêtement, je pensais était au Québec. C'est là que je me dis, ça vaut la peine de lire. Ah oui? Oui, je pensais que c'était au Québec. En fait, c'est en Ontario. Quand on appelle un canal, c'est un canal artificiel, donc qui a été fait par les hommes, un peu comme le canal de Panama. Le canal Rideau fait partie de l'UNESCO pour sa beauté. Puis c'est le seul canal encore en fonction le plus ancien en Amérique du Nord. Ah bon? Oui, c'est assez impressionnant. Donc, ça relie la ville d'Ottawa avec la ville de Kingston, en Ontario, sur 202 km. Puis là-dessus, tu as 19 km qui a été vraiment creusé par les hommes. Là. Puis, il y a 49 écluses, donc pour permettre aux bateaux, là, lorsqu'il y a des dénivellations, le niveau d'eau. Exactement. Donc, pourquoi on appelle ça rideau? C'est qu'à un moment donné, c'est le Samuel de Champlain qui était sur la rivière, puis il a vu la chute. Puis ça lui faisait penser vraiment à un rideau, la façon qu'elle tombait. C'est ainsi que le nom est venu. Et à noter, c'est que l'hiver, c'est la plus grande patinoire au monde. Ça, j'ignorais.
Il y a même, à un moment donné, il y a les Mighty Ducks d'Anaheim qui ont été faire un entraînement sur le canal Rideau, là. Donc, il y a 7,8 km, en fait, qui sont entretenus. Ça équivaut à 90 patinoires olympiques. Très impressionnant. C'est assez grand. Les gens voient des images, là. Donc, le début de la construction, c'était en 1812 et après la guerre, ça a été complété en 1832. Et à cette époque-là, le Canada n'était même pas créé. Donc, pourquoi on a décidé de créer ça? C'était une stratégie militaire. C'est que on voulait vraiment protéger l'approvisionnement de Montréal vers l'Ontario. Parce qu'on fonctionnait avec le fleuve Saint-Laurent, mais c'est quand même assez facile d'attaquer le fleuve Saint-Laurent. Donc, on s'est dit qu'on allait contourner le fleuve Saint-Laurent en produisant ce canal-là. Puis ça allait vraiment protéger, ça allait une route vraiment protégée. Donc, c'était la raison d'être. Oui, c'était un but militaire. Puis, Comme quoi que la guerre, des fois, ça fait des bonnes choses. Oui, exactement. Si on peut le dire ainsi, là. Parce qu'il y avait quand même à l'époque une menace des États-Unis. Oui. Puis, c'est impressionnant, ça. Mais à partir du moment où le canal Rideau a été fait, il n'y a jamais eu d'altercation. Bon. Donc, ça n'a jamais servi finalement dans un but militaire. Je ne sais pas si ça a été espérant qu'ils ne dissuasif. connaissent pas la trail. Ils doivent le connaître à ce temps. Pas mal certain, oui. Puis, un fait qui m'a surpris aussi, c'est que ça a été construit par des milliers d'Irlandais de Canada français. Il y a eu des milliers de morts. Ah oui? Oui, j'ai été surpris. Beaucoup sont morts de la malaria parce que c'était des conditions de travail qui laissaient à désirer. Puis beaucoup sont morts lors des explosions parce que pour construire ça, on avait des explosifs. Puis disons que les normes du travail à l'époque c'était pas comme aujourd'hui. laissaient un petit peu à désirer. J'en doute pas un seul instant. Alors, c'est ça. C'était mes deux petits faits historiques du Canada. Mais encore une fois, une capsule de divertissement avec beaucoup d'histoires et beaucoup de choses à apprendre. C'était très intéressant. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Bien, mesdames, messieurs, en terminant, je vous propose qu'on se laisse sur des images d'une remise de médailles soulignant le jubilé de la reine d'Angleterre. On souligne cette année les 60 ans de règne de la reine Élisabeth. Le tout se déroulait à la Légion canadienne de Chandler le 23 janvier dernier. Alors, félicitations aux récipiendaires. Et c'est ce qui termine votre émission Reflet d'ici pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour m'avoir donné son appui auprès des municipalités. Je remercie aussi la ville de Grande-Rivière, la ville de Chandler et la municipalité Gascard-Port-Daniel. Les forces canadiennes ont contribué énormément à la démocratie canadienne, créer une société libre et démocratique, puis on n'aura jamais occasion de vous remercier suffisamment, franchement. La vie qu'on vit, la richesse qu'on partage est là parce que le travail que vous avez fait. Et on ne pourra jamais, jamais, jamais vous remercier suffisamment. Et le travail continue. Nos forces canadiennes aujourd'hui, qui ont travaillé en Afghanistan, qui ont été au Libye, ça risque que peut-être on va se rendre en Syrie, peut-être même au Mali. Il faut continuer à appuyer le développement des sociétés libres et démocratiques à travers le monde. Je pense que c'est la richesse sine qua non du Canada qu'on peut, on peut exporter notre joie de vivre puis notre esprit de communauté, notre solidarité. On est capable de le faire, puis on est capable de montrer la belle exemple aux autres. Puis je pense que nos forces canadiennes, les jeunes qui sont dans les forces canadiennes, aux autres aussi, là, ils méritent de se faire apprécier. Puis j'aimerais souligner le travail que les légions font pour appuyer les cadets. Je pense que c'est un travail très important. Malheureusement, je trouve que peut-être notre gouvernement n'en fait pas suffisamment, mais je pense que nous autres, on peut essayer de combler les trous qu'on est en train de créer de ce côté-là. C'est certain que dans les 2 années qui suivent, les cadets, ça va être quelque chose que je vais prioriser. Alors, au caporal Arthur Morin. Félicitations.
C'est pour moi. Porteur. Alors, Julie, And his son did receive the Queen's Medal not long ago. wonderful. She's in the same. I'm going to run over. Do you want to press with your foot? Wait protocol. Bravo. Thank you. S'enrôle avec le bataillon de Valcartier en 1960. Il quitte pour le Chili. Encore. La prochaine, c'est la municipalité de Grande-Rivière. OK, c'est M. Berger qui tient le médaille. Puis c'est notre M. Tour qui... Et quasiment toute la famille est militaire. Et and that is one of them. OK, monsieur Langier, il va avoir 101 ans au mois de c'est le plus vieux de il va avoir 101 ans. Pas si on va être debout comme monsieur Langier à 101 ans. Le prochain, OK, qui